Ils ont travaillé dur pour s'offrir une vie meilleure. C'était des immigrés qui avaient réussi au Canada. Mais il se fait violemment agresser et se retrouve en plein cauchemar. Ils ont vécu l'horreur pendant 19 minutes. Tout ce qu'il avait construit à la sueur de son front s'est littéralement écroulé. Les enquêteurs pensaient traquer des criminels très bien organisés, jusqu'à ce qu'ils découvrent la terrible vérité. Ce genre de choses, c'est inimaginable. C'est un mélange de détresse, de cruauté et de soif de vengeance. Bref, c'est la pire des trahisons. « 8 novembre 2010. C'est un lundi soir comme tous les autres à Markham, une banlieue du nord de Toronto dans l'Ontario. La ville de Markham abrite une communauté asiatique très importante. On y trouve beaucoup d'habitants originaires d'Asie. C'est un endroit très agréable et plutôt bourgeois. C'est une ville paisible, avec des familles qui vivent les unes près des autres dans la même rue. Mais vers 22h30, la police reçoit l'appel totalement paniqué de Jennifer Pan, 24 ans. 911, Drew. Help me, please. I need help. Ma'am, calm down. What's going on? Some people broke into our house. Jennifer avait entendu du bruit au rez-de-chaussée. Elle est allée voir ce qui se passait et elle est tombée sur des hommes masqués qui tenaient en joue ses parents. Ils l'ont attachée, mais elle a réussi à attraper son téléphone. Elle savait que ses parents étaient en bas, probablement dans la cave. 3 hommes venaient de s'introduire dans leur maison et leur demandaient de l'argent. Elle était totalement terrifiée. Des individus armés avaient pénétré chez cette famille. C'était une urgence. Il fallait intervenir le plus vite possible. Lorsque la police arrive, les agresseurs ont quitté les lieux et les parents de Jennifer, Anne et Big Pan sont introuvables. Ils ont fait le tour de la maison et découvert Jennifer à l'étage, attachée à la rambarde de l'escalier. L'un des agents l'a détachée et ils l'ont emmenée à l'extérieur. Une fois la jeune femme en sécurité, ils sont retournés à l'intérieur, fouiller la maison. Il n'y avait aucune trace de lutte au rez-de-chaussée, mais à la cave, c'était complètement différent. Ils ont découvert ce que redoutent tous les agents de police. C'était une scène de crime. Il y avait du sang et le corps d'une femme par terre. La mère, Bika Pan, avait été assassinée. Une serviette enroulait sa tête et elle avait été abattue à bout portant. On lui avait tiré 3 fois dans le dos et on l'avait ensuite achevé d'une balle derrière la tête. S'agit-il d'un cambriolage qui a mal tourné ou d'une affaire plus sordide? Le père de Jennifer était introuvable. Au départ, il était porté disparu. Avait-il été enlevé? C'est peut-être à lui que ces hommes en voulaient et pas à sa femme. On n'en savait rien. Oyan Pan avait quitté son Vietnam natal en quête d'une vie meilleure. Anne est allé à l'école à Saigon, mais il a réussi à obtenir le statut de réfugié, ce qui lui a permis de venir s'installer au Canada. C'était la fin des années 70. Son pays avait été ravagé par la guerre. Ces émigrants qui arrivaient au Canada n'avaient plus rien. À cette époque, il y a eu un fort afflux de population étrangère. Le Canada a accueilli beaucoup d'immigrés. Ces gens espéraient avoir une vie meilleure. Mais ils voulaient aussi offrir un avenir à leurs enfants. Anne va non seulement commencer une nouvelle vie au Canada, mais il va aussi y rencontrer Big A, celle qui allait devenir sa femme. Big A venait elle aussi du Vietnam. Ils savaient tous les deux ce que c'était de quitter son pays pour repartir à zéro.
Comme beaucoup de nouveaux arrivants, les parents de Jennifer avaient laissé derrière eux un pays très instable, voire dangereux, pour venir s'installer au Canada, où ils se sont très vite intégrés. Ils ont tous les deux trouvé du travail dans l'industrie automobile. Le secteur était en plein essor à Toronto. Anne était outilleur-ajusteur et sa femme assemblait des pièces de voiture. Ils étaient ouvriers au départ. Ils ont travaillé dur. Ils ont réussi à se faire une situation en partant de rien. Ils avaient 2 belles voitures. Ils se sont achetés une maison qu'ils avaient même terminé de payer. Anne et Bill Kapan se marient en 1980 et fondent rapidement une famille. Jennifer naît en 1986. Elle a un petit frère, Félix, 3 ans plus tard. En tant que fille aînée, Jennifer avait énormément de pression. Il fallait absolument qu'elle réussisse, mais elle était restée très proche de ses parents. Elle était tout le temps avec sa mère. Elle s'entendait très bien. Jennifer venait de décrocher son diplôme de pharmacienne à l'Université de Toronto. Et son frère Félix faisait des études d'ingénieur à l'Université de McMaster. Les Pan avaient tout pour être fiers de leurs enfants. Ils n'auraient pas pu rêver mieux en quittant le Vietnam. C'était le rêve américain dans toute sa splendeur, mais transposé au Canada. Ils n'avaient pas une, mais 2 belles voitures de luxe. Ils pouvaient se targuer d'avoir des enfants brillants qui suivaient tous les 2 des études. Ils étaient arrivés sans rien au Canada, mais ils avaient réussi à se faire une belle situation. Mais le rêve va tourner au cauchemar. Des inconnus ont pénétré chez les Pan et les ont violemment agressés. Ils ont tué Big A et son mari a disparu. Pour la police, la priorité était de retrouver Anne Pan. On ne savait pas où il était et ce qui était arrivé. Est-ce qu'il avait été enlevé par ses agresseurs? Est-ce qu'il s'était enfui pour une raison ou pour une autre? Lorsqu'ils retrouvent des traces de sang par terre, les enquêteurs craignent qu'il ne soit déjà trop tard. Comment survivre à ça? Dans la banlieue de Toronto, une famille d'immigrés vietnamiens vient d'être victime d'une agression violente. Bill Kapan, 53 ans, a été retrouvée morte sur les lieux et la police est à la recherche de son mari. Ils ont retrouvé leur fille, Jennifer, à l'étage, attachée à la rambarde. La dernière chose qu'elle avait entendue était des coups de feu. Donc elle pensait que son père avait lui aussi été tué. On ne savait pas où il était et ce qui lui était arrivé. Est-ce qu'il avait été enlevé par ses agresseurs? Est-ce qu'il s'était enfui pour une raison ou pour une autre? L'un des agents a vu des gouttes de sang par terre. Il a compris tout de suite que ce n'était pas bon signe. Les traces de sang s'arrêtent à la porte de la maison. De toute évidence, Anne est blessée. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils ont quadrillé tout le quartier. Ils ne savaient même pas s'il était dans les environs. Mais ils n'ont pas eu à le chercher bien longtemps. On a retrouvé Anne Pan inconscient devant chez son voisin, qui avait lui aussi appelé les secours. Il avait réussi à sortir de chez lui et à se traîner jusque dans l'allée de la maison d'à côté. Une balle lui avait traversé l'œil. Il était blessé à l'épaule. Et pourtant, il était toujours vivant. Il était dans un état critique. On ne savait pas s'il allait survivre. Anne est transportée de toute urgence à l'hôpital. Son cerveau était touché et ses blessures étaient si graves qu'on l'a plongé dans un coma artificiel. Les médecins ne savaient pas s'ils allaient pouvoir le sauver. On espérait pouvoir lui parler le plus vite possible. Il était le seul à être capable d'identifier ses agresseurs et de nous dire ce qui s'était passé. Pour l'instant, Anne n'est pas en état de parler. Les enquêteurs se tournent donc vers la seule personne qui a assisté à l'agression, Jennifer Pan, 24 ans. Elle était totalement bouleversée. Sa mère venait de se faire tuer et son père était entre la vie et la mort. Au moment des faits, la jeune femme était à l'étage dans sa chambre. Elle était au téléphone avec une amie. Sa mère, qui était sortie, venait de rentrer et son père était couché. Jennifer était dans sa chambre. Son frère Félix était à la fac. Elle a regardé la télévision. Une copine est passée la voir. Et sa mère était allée à une soirée line dance avec une amie.
Jennifer prétend avoir entendu 3 intrus entrer chez elle peu après 22 heures. I told my friend I'll call you back. I could hear the voices weren't any voices I was very familiar with. And so I was scared and I couldn't move. Des hommes ont fait irruption dans la maison en demandant de l'argent. Ils voulaient savoir où était le portefeuille de son père et s'il avait du liquide. I have still a bit of money put aside from when I was waitressing, cash. So I showed him where it was, and he took it and put it in his pocket, I think. And then that's where they pushed me to my parents' room and asked me where the money was there. Jennifer les a conduits dans la chambre où ils ont trouvé des dollars américains et canadiens. And then after they had gotten that, they had taken me and they tied me to the top of the banister. Just with one string, I could still move, but I was afraid to. Next thing I know, I think I heard my parents going down the stairs. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her. Then a couple more pops. And I think I heard my mom say or moan or something, and then they did one more before they left, and then one of the guys said, "We have to go now, it's been too long." Ils l'ont laissée là-haut, attachée à la rambarde. Heureusement, elle a pu cacher son téléphone et appeler les secours. Elle a réussi à se contorsionner et à attraper son téléphone. C'est comme ça qu'elle a pu appeler la police. À en croire le récit de Jennifer, il s'agit d'un vol à main armée. Pourtant, les éléments sur place ne semblent pas corroborer cette version des faits. La première chose qui nous a interpellés, c'est qu'il n'y avait pas eu effraction. La porte d'entrée et de derrière n'avait pas été forcée. Idem pour celle du garage et du jardin. Vous voyez que la maison avait été fouillée, mais bizarrement, ils n'avaient pas pris grand-chose. Les 2 voitures de luxe étaient toujours dans le garage, dont une Mercedes, alors que les clés étaient juste dans l'entrée de la maison. Il y avait aussi du liquide, et il n'y avait pas touché. On a retrouvé le portefeuille de Anne avec de l'argent à l'intérieur. Ils avaient aussi laissé du matériel vidéo d'une très grande valeur. Le mode opératoire des tueurs intrigue également les enquêteurs. La victime était une femme d'âge moyen. Elle rentrait d'un cours de line dance. On lui avait mis une serviette autour de la tête et on l'avait exécutée. Boum, boum, boum. Elle avait été abattue de 3 balles à bout portant. Elle était morte sur le coup. C'était très inhabituel. Il fallait de toute évidence se pencher sur la question. Pourquoi lui avoir mis une serviette autour de la tête avant de la tuer? Ça ressemblait à une exécution. Ils avaient tué leur victime d'une balle dans la tête. Ça avait tout l'air d'une exécution. Le plus souvent, le meurtrier met une serviette sur la tête de sa victime pour qu'elle ne le regarde pas. Ou alors pour éviter que le sang éclabousse partout. Il y avait quelques projections de sang, mais globalement, les lieux étaient propres. Les tueurs avaient pris la peine d'enrouler une serviette autour de la tête de leur victime. Pour les enquêteurs, ces hommes ne sont pas entrés dans cette maison par hasard. Mais pourquoi s'en être pris à la famille Pan? Anne et Big A étaient des gens travailleurs. Ils n'avaient pas le profil de personnes risquant de subir des représailles. Est-ce qu'ils avaient des problèmes de voisinage? Est-ce qu'ils devaient de l'argent à quelqu'un? Ou étaient-ils mêlés à autre chose? Quelqu'un avait voulu se débarrasser d'eux, mais qui? Leur fille Jennifer raconte en détail les événements de la soirée. Mais elle se montre moins précise lorsqu'il s'agit de décrire ses agresseurs. Elle a donné une vague description de leur apparence physique et de la façon dont ils étaient habillés. Elle a dit que les 3 agresseurs étaient noirs. L'un d'eux avait des locks et les 2 autres étaient masqués. Ce sont à peu près les seules informations qu'elle a fournies aux enquêteurs. Ils étaient noirs ou avec la peau mate. Ils faisaient moins d'1,80 m, de corpulence plutôt mince.
On a signalé cette agression et donné leur description à tous nos collègues. On a transmis leur signalement à toutes les juridictions aux alentours. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Heureusement pour la police, les suspects ont peut-être été filmés. Un voisin avait une caméra de télésurveillance orientée sur la maison des victimes. Sur les images, on voyait effectivement 3 individus pénétrer dans la maison, puis repartir. Malheureusement, il faisait trop sombre pour pouvoir distinguer quoi que ce soit. Les images étaient de très mauvaise qualité. Impossible de déterminer l'âge, le sexe ou même l'apparence exacte de ces 3 personnes. On ne distinguait que des ombres, mais on voyait exactement à quel moment ils étaient entrés et sortis de la maison. Les images confirmaient la version des faits donnée par Jennifer. Les enquêteurs n'ont aucune piste. Mais le 12 novembre, 4 jours après le drame, ils vont enfin sortir de l'impasse. L'hôpital nous a appelés. Han Pan était sorti du coma. Jennifer s'est précipitée à son chevet. Il avait été touché dans le dos, au niveau de l'épaule. Il avait aussi reçu une balle derrière la tête, qui était ressortie par l'œil. La balle est entrée au niveau de la nuque et ressortie par le visage. Par miracle, aucune artère majeure n'a été touchée. C'était un véritable miracle qu'il ait survécu. Mais surtout, il était conscient et en mesure de parler. Une aubaine pour la police. Il allait pouvoir nous en dire plus. On avait interrogé Jennifer pendant qu'il était dans le coma. Mais sa version des faits nous était indispensable pour comprendre ce qui s'était passé. Anne venait de se coucher quand des hommes ont fait irruption dans la maison. Il avait passé la soirée sur son ordinateur à l'étage, puis était allé se coucher. Et il s'est réveillé avec une arme braquée sur la tête. Tout de suite, la première chose qu'ils ont dite, c'était « Où est l'argent? Où est ton putain de fric ?» Han Pan nous a raconté que des hommes armés et masqués l'avaient sorti de sa chambre et qu'ils l'avaient emmené au rez-de-chaussée. Ils l'ont frappé avec leurs armes et ils les ont fait asseoir sur le canapé avec sa femme. Un autre agresseur la braquait aussi avec son arme. Il a alors vu l'un des suspects faire monter sa fille à l'étage. C'est le pire des cauchemars pour un père. Des hommes masqués entrent chez lui et tiennent en joue sa famille. Les agresseurs font alors descendre Anne et Bick au sous-sol et commettent l'irréparable. Ils les ont fait mettre à genoux et leur ont mis une couverture sur la tête. Il a entendu un coup de feu et puis plus rien. Il a perdu connaissance. Il est revenu à lui quelques minutes plus tard. Sa femme était allongée par terre à côté de lui. Il l'a secouée, mais elle était inerte. Il a compris qu'elle était morte. Les agresseurs l'ont cru mort et ils sont partis. Mais le plus incroyable, c'est qu'il était toujours en vie. Il avait reçu une balle dans l'œil, une autre dans l'épaule. Il y avait du sang absolument partout. Comment survivre à de telles blessures? Et pourtant, c'est ce qui s'était passé. Il n'était pas mort. Il s'est relevé, est remonté de la cave et s'est sauvé par la porte d'entrée pour aller se réfugier chez l'un de ses voisins. Le récit de Anne semble confirmer les déclarations de Jennifer. À 2 détails près. De toute évidence, il était encore sous le choc. Mais il n'a pas donné la même description des agresseurs. D'après lui, 2 des suspects étaient noirs et le 3e était blanc. Alors que Jennifer avait déclaré qu'il s'agissait de 3 Afro-Américains. Leur description des agresseurs ne correspondait pas. Il a décrit un homme blanc. Au cours d'une autre audition, il a ensuite précisé qu'il était plutôt de type hispanique ou d'origine italienne. 2 personnes peuvent tout à fait avoir un souvenir légèrement différent d'un même événement. Mais là, c'était bien plus qu'un simple détail. Quand on se fait braquer avec une arme à feu, la perception des choses peut être altérée. On est focalisé sur ce qui se passe devant ou derrière soi.
Anne se souvient d'un autre élément qui interpelle les enquêteurs. Pendant qu'il était sur le canapé dans le salon, il a vu Jennifer discuter avec le suspect numéro 3 et tout portait à croire dans son attitude qu'elle le connaissait. Il l'a vu discuter avec un homme blanc dans la cuisine. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait déclaré. Pour les enquêteurs, ça voulait dire quoi? Le témoin venait tout juste de sortir du coma après un traumatisme cérébral. Donc soit il avait l'esprit confus, soit il avait mal interprété la situation. Il devait avoir un tas de choses en tête à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se finir et pourquoi ça nous arrive à nous? Elle s'est peut-être dit qu'elle pouvait essayer de discuter et de négocier avec lui. Après tout, ils avaient à peu près le même âge. Mais il y avait une autre possibilité. Il ne s'agissait peut-être pas d'un véritable braquage et Jennifer pouvait être impliquée. À mesure que les enquêteurs avancent dans leurs investigations, ils découvrent que la famille Pan est minée par le mensonge. Elle leur mentait. Ça a fait boule de neige et elle a perdu le contrôle de la situation. Cela fait une semaine que Big Apan, 53 ans, a été tué. Et les enquêteurs ont deux versions des faits qui ne correspondent pas. Jennifer Pan était soi-disant attachée quand les agresseurs ont tiré sur ses parents. Pourtant, son père se souvenait de l'avoir entendu discuter avec l'un d'entre eux. Il a vu sa fille au rez-de-chaussée parler à cet homme blanc. Elle n'était pas attachée, et visiblement elle le connaissait. Là, il s'est dit que quelque chose clochait. Jennifer n'avait pas le profil de quelqu'un capable de tuer de sang-froid. On l'a d'abord entendue en tant que victime, mais on a relevé des incohérences dans ses déclarations et on a voulu en savoir plus. Pourquoi Jennifer aurait-elle fait une chose pareille? D'autant plus que, d'après son père, lui et sa femme étaient prêts à tous les sacrifices pour leurs enfants. De ce qu'on savait, c'était une famille très unie. Les parents étaient prêts à tout pour soutenir leurs enfants et pour qu'ils réussissent. À une période, il a été question qu'elle devienne patineuse professionnelle. Elle était très douée. Elle rêvait d'aller aux Jeux Olympiques, mais elle s'est blessée. Elle s'est déchiré un ligament et son monde s'est écroulé. Elle ne pouvait plus patiner. Jennifer est allée de l'avant après sa blessure. Elle a simplement changé ses projets. Et pour le plus grand bonheur de ses parents, elle a décidé de devenir pharmacienne. Elle faisait des études pour devenir pharmacienne. Elle travaillait dans l'officine d'un centre commercial de Markham. Elle était également bénévole à l'hôpital pour enfants de la ville. Du moins, c'est ce que pensaient ses parents. Mais d'après Anne, ils avaient récemment découvert que ce n'était pas du tout le cas. Big A et Anne ont commencé à avoir des soupçons quand ils ont comparé la vie scolaire de leur fille à celle de leur fils, inscrit dans une autre université. Félix, lui, leur parlait souvent de ses résultats, de ses examens. Il avait des notes prises en cours, mais pas Jennifer. Les enfants ne racontent pas tout à leurs parents et ne leur disent pas systématiquement quand ils ratent quelque chose. Mais là, c'était beaucoup plus que de petites cachotteries. Ils lui ont demandé où étaient ses bulletins de salaire et sa blouse. Elle trouvait toujours des excuses pour qu'il ne la conduise pas à son travail. Ils ont commencé à se rendre compte qu'elle leur cachait des choses. Alors ils ont décidé de se rendre à l'hôpital pour enfants, dans le but de vérifier qu'elle était bien bénévole là-bas. Un jour, ils ont insisté et prétendu qu'ils voulaient connaître ses collègues. Au début, elle leur a dit qu'elle avait trop de travail et qu'elle n'avait pas le temps. Elle s'est précipitée hors de la voiture. Et là, ils ont compris qu'elle ne travaillait pas à l'hôpital. Les parents de Jennifer ne sont pas au bout de leur surprise. Après cet épisode, ses parents l'ont suppliée de leur dire la vérité. Et elle a avoué qu'elle avait menti sur toute la ligne. Elle n'avait pas eu son diplôme, elle n'était pas pharmacienne, tout était faux. Elle leur mentait depuis des années. Ses parents voulaient qu'elle réussisse et ils pensaient l'encourager dans cette voie. Mais elle avait l'impression qu'ils en attendaient beaucoup trop d'elle. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était trop de pression et elle a craqué. Ils pensaient qu'elle aurait son diplôme. Pour eux, elle était inscrite à l'université pour 4 ans d'études et allait décrocher sa maîtrise. Ils attendaient énormément d'elle et elle ne se sentait pas à la hauteur. Alors elle a commencé à leur mentir. Elle ne se sentait pas capable de répondre à leurs attentes. Pour elle, c'était trop.
et elle a commencé à s'inventer un personnage, une autre Jennifer Pan. Mais la vérité est bien loin de ce que Jennifer raconte à ses parents. En réalité, elle n'a même pas eu son baccalauréat. Elle a montré à ses parents des relevés de notes falsifiés. Elle avait échoué en maths, mais elle ne le leur a pas dit. Elle leur a fait croire qu'elle était inscrite à l'université Ryerson, mais elle n'y avait jamais mis les pieds. En fait, elle avait trouvé un petit boulot et le soir, en rentrant, elle faisait croire à ses parents qu'elle venait de la fac. Elle travaillait dans une pizzeria. Elle allait à la bibliothèque pour prendre des notes. Elle recopiait des passages dans des livres de sciences et faisait comme si c'était ses cours. Et ça a marché, tout le monde y a cru. Au moment de la remise des diplômes à l'Université de Toronto, sa famille et surtout son père voulaient absolument être là. Ils n'avaient déjà pas pu assister à celle du lycée. Ils ne voulaient pas rater celle-là. Là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore menti. Il n'y avait plus de place dans la salle, tous les parents ne pouvaient pas venir. Désolée, voici mon diplôme. Elle s'était inventé une vie et a menti comme ça pendant 4 ans. En 2009, elle était censée finir ses études. Alors elle s'est acheté un faux diplôme. Elle n'était pas allée à la fac, elle n'était pas pharmacienne. Elle mentait sur l'endroit où elle vivait, sur ses amis, sur la façon dont elle gagnait sa vie. De plus, Jennifer était tombée amoureuse à l'adolescence. Au lycée, elle a commencé à sortir avec un jeune homme du nom de Daniel Wong. Mais elle savait que ses parents ne l'autoriseraient pas à le voir. Les parents de Jennifer étaient d'origine sino-vietnamienne et ils étaient très attachés à leur tradition. Pour eux, il était hors de question que leur fille sorte avec un garçon. Ils se voyaient en cachette. Et ça a continué après le lycée. Comme le trajet pour l'université était long, elle avait dit à ses parents qu'elle vivait chez une amie pendant la semaine. Après leur visite à l'hôpital, Big A téléphone à l'amie de sa fille. Celle-ci lui avoue qu'elle n'a jamais dormi chez elle. Quand Anne demande des explications à Jennifer, elle lui avoue qu'elle dormait chez les parents de Daniel depuis des années. Ils ne connaissaient pas Daniel, mais ils pensaient qu'il avait une mauvaise influence sur leur fille. S'il l'aimait vraiment, comment pouvait-il la laisser mentir à ses parents et s'enfoncer dans le mensonge au point de mener une vie inventée de toutes pièces pendant des années? Apparemment, ils ont fait pression sur elle pour qu'elle quitte Daniel. Mais ça s'est retourné contre eux. Elle avait encore plus envie d'être avec lui. Cet amour interdit avait un côté très Roméo et Juliette. Ses parents n'acceptaient pas cette relation. Ils ne voulaient pas que leur fille sorte avec ce garçon. Et à en croire les antécédents de Daniel Wong, les parents de Jennifer avaient effectivement toutes les raisons de s'inquiéter. Après enquête, il s'est avéré qu'il était impliqué dans un trafic de drogue. Daniel Wong était connu des services de police et les parents de Jennifer étaient opposés à cette relation. A priori, il avait de bonnes raisons de vouloir les tuer, les moyens de le faire. L'amour contrarié de Jennifer va-t-il devenir le principal mobile dans cette affaire? What do you think people would kill somebody over? Give me a number. It'd have to be around $10,000. Les enquêteurs ont désormais un suspect dans l'agression du couple Pan. Il s'agit du jeune homme que leur fille fréquentait à leur insu, Daniel Wong. Ce type avait un casier judiciaire, il vendait de la drogue. Autrement dit, il aurait tout à fait pu s'en prendre aux parents de Jennifer. Il avait le profil et en plus, ils étaient contre leur relation. Lors de son interrogatoire, Daniel Wong ne nie pas son passé douteux et ses sentiments pour Jennifer. Ils étaient restés longtemps ensemble. Il leur a parlé de sa famille et de ses parents qui étaient très stricts. Il leur a dit qu'elle avait tellement peur de les décevoir qu'elle passait son temps à leur mentir. Il voulait savoir jusqu'où il serait allé pour elle. Ils l'ont interrogé sur certaines pratiques criminelles et sa réponse a été surprenante. What do you think? Because you've been in the industry, what do you think people would kill somebody over? Give me a number. If someone were to, I'd assume that it'd have to be around $10,000. Il leur a répondu le plus calmement du monde, sans aucune hésitation, $10 000. C'est tout de même très bizarre. Mais le calme de Daniel ne suffit pas à en faire un coupable.
D'autant plus qu'il n'avait aucune raison de vouloir la mort des parents de Jennifer. Pour lui, c'était de l'histoire ancienne. Jennifer et lui n'étaient plus ensemble depuis un bon bout de temps. Ils avaient vécu une belle histoire, mais c'était terminé. Depuis, il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et il n'avait pas parlé à Jennifer depuis pas mal de temps. Il savait que ça ne pourrait pas marcher entre eux. Elle passait son temps à mentir à ses parents et il n'était pas à l'aise avec ça. I don't know who was behind it, right? I just know that her parents didn't want us to be, her family didn't want us to be together, and I respected that decision and I moved on. Daniel Wong avait un alibi en béton. Il était employé dans une pizzeria et il était au travail le soir du meurtre. Pour les enquêteurs, le seul autre suspect possible est Jennifer Pan. Il faut se fier aux preuves et tout désigner la fille du couple. Les enquêteurs l'ont de nouveau interrogée. Cette fois, pas en tant que témoin, mais en tant que suspect. Elle était peut-être derrière tout ça. Elle avait pu organiser et mettre en scène cette agression pour se débarrasser de ses parents. Jennifer nie tout en bloc. The descriptions you've given, you've held back. You haven't been straightforward. Okay, I know that, okay? No, Jen. It's totally wrong. And it was done on purpose, okay? To mislead us, okay? Because you're involved in this. Mais les enquêteurs savent qu'ils ont affaire à une menteuse professionnelle. The problem is that your story, what you're telling, is not truthful, okay? And we have to clear this up, okay? Your rendition of what happened, one, a lot of events you say that happened never did. Now, what we need to get down to here today, Jen, is what really happened. You need to tell me what went on, because you know who was in that house that night. Là, on a commencé à voir le vrai visage de Jennifer. À force de mentir, elle ne se souvenait même plus de tout ce qu'elle avait déclaré. L'ironie de tout ça, c'est que les enquêteurs se sont retrouvés à devoir résoudre un problème mathématique. Le but était de prouver que tout ce qu'elle avait dit était faux, point par point. Après des heures d'interrogatoire, la jeune femme craque sous la pression. But it got too far ahead of you, right? You didn't think this far ahead, did you? But once they started, once they came in, you couldn't stop it, could you? Could you? Jen? Elle a fini par avouer que c'était bien elle qui avait tout organisé. Mais que la cible, ce n'était pas sa famille. Elle ne voulait pas tuer ses parents. C'est elle qui devait mourir, pas eux. Elle avait effectivement payé des gens pour s'introduire chez elle, mais c'est à elle qu'ils étaient censés s'en prendre. Elle m'a expliqué qu'elle était dépressive et qu'elle voulait en finir. Elle passait pour une menteuse aux yeux de sa famille et l'amour de sa vie était passé à autre chose. De plus, elle n'avait même pas son bac. Son avenir n'était pas vraiment radieux. Elle était désespérée. N'ayant pas le courage de se suicider, Jennifer décide de faire appel à un tueur professionnel pour en finir. Elle a contacté un tueur à gages surnommé Homeboy. Il a accepté de l'exécuter contre $10 000. Bizarrement, c'est exactement le même montant qu'avait donné Daniel lors de son interrogatoire. Les parents de Jennifer exerçaient une telle pression sur elle que cette mise en scène était peut-être aussi une façon de les punir. En mourant sous leurs yeux dans d'horribles circonstances, elle leur faisait payer quelque chose. Mais alors que la date fatidique approche, Jennifer change d'avis. Après leur dispute au sujet de Daniel, les relations avec ses parents semblaient s'améliorer. Si bien qu'en septembre, elle a appelé Homeboy pour annuler le contrat. Okay. Did you try to stop it that night? Elle a alors prétendu que rien ne s'était passé comme prévu. Les tueurs s'en étaient pris à ses parents au lieu de la tuer elle. Ce n'était qu'un tragique malentendu.
Mais comment être sûr que ces aveux ne sont pas un mensonge de plus? Elle avait avoué avoir tout planifié et orchestré. Il ne restait plus qu'à étudier ses relevés téléphoniques pour savoir avec qui elle était en contact. L'opérateur a mis un certain temps avant de nous communiquer ses relevés. Et à partir de là, on a pu déterminer avec qui elle était en relation. Homeboy a été identifié. Il s'appelle en réalité Lanford Roy Crawford. Il connaissait bien Daniel Wong. C'était lui aussi un trafiquant de drogue qui sévissait dans la région de Toronto. Daniel est censé avoir rompu avec Jennifer, mais à en croire ses relevés téléphoniques, ils étaient restés très proches. On a découvert que Jennifer avait envoyé un SMS à Daniel Wong, dans lequel elle lui demandait de lui trouver quelqu'un pour assassiner ses parents. Et il avait accepté de le faire. Daniel avait peut-être un alibi pour le soir du meurtre, mais ça ne suffisait pas à totalement le disculper. Il pouvait très bien avoir organisé l'agression. Il avait pris contact avec quelques-unes de ses pires fréquentations. Il connaissait des trafiquants de drogue, mais aussi des tueurs. Et il a ouvert les portes de cet univers à Jennifer. D'après les éléments retrouvés dans son téléphone, elle avait été en contact avec un certain Eric Carty et aussi avec un individu du nom de David Milvaganam. Les deux hommes correspondent à la description des intrus donnés par M. Pan. Et les SMS retrouvés dans le téléphone de Jennifer prouvent qu'elle a tout organisé. C'est elle qui leur a permis de pénétrer dans la maison. Elle a laissé la porte ouverte et leur a envoyé un message qui disait « C'est bon ». Autrement dit, vous pouvez venir. Jennifer a été arrêtée le 22 novembre. Mais David Milvaganam, Eric Carty et Lanford Crawford n'ont été interpellés qu'en avril 2011. Le procès de Jennifer Pan et de ses complices s'ouvre le 19 mars 2014, près de 3 ans et demi après les faits. Jennifer Pan, Daniel Wong, Eric Carty et David Milvaganam sont jugés entre autres pour complicité de meurtre. Ils ont été inculpés de meurtre ou de tentative de meurtre et d'association de malfaiteurs. Daniel Wong et Lanford Crawford étaient accusés d'avoir organisé l'agression, mais ils n'étaient pas sur les lieux au moment des faits. Daniel avait contacté Homeboy, qui lui-même avait contacté Eric Carty et David Milvaganam. L'endroit où travaillait Homeboy avait un système d'identification des employés par empreinte palmaire. Il avait donc un alibi plus que solide. On sait qu'il y avait 3 intrus dans la maison, ce qui veut dire que l'un d'entre eux n'a jamais été ni arrêté ni jugé. D'après la loi canadienne, une personne reconnue complice d'un crime, c'est-à-dire qui a encouragé ou aidé quelqu'un à commettre un crime, est considérée coupable au même titre que l'auteur des faits. Au départ, les suspects ont tous comparu ensemble devant le tribunal, mais l'un d'entre eux a finalement vu son procès ajourné. Son avocat est tombé très malade et il n'était plus en état d'assurer la défense de son client. Pour l'accusation, Jennifer Pan avait voulu se débarrasser de ses parents parce qu'ils étaient opposés à sa relation avec son petit ami et qu'ils n'approuvaient pas son mode de vie. Ils lui ont alors posé un ultimatum. Nous vivants, nous n'accepterons jamais une chose pareille. Alors tu dois rompre avec lui. Jennifer avait accepté de revenir vivre chez ses parents et de reprendre ses études, mais pour l'accusation, ce n'était qu'une façade. Elle cherchait en secret à se débarrasser d'eux. Le procureur est persuadé que Jennifer avait d'autres raisons de vouloir tuer ses parents. Leur maison valait 600 000 $ et ils avaient fini de la payer. Et ils avaient aussi 2 voitures de luxe, ce qui leur faisait un patrimoine d'environ $1 million, sans compter leur assurance vie. De toute évidence, elle avait des sentiments pour Daniel Wong. Elle s'était inventé une vie de rêve dans laquelle ils vivraient tous les deux ensemble dans une belle maison avec beaucoup d'argent. La tragédie dans tout ça, c'est qu'elle a voulu se débarrasser de ses parents, alors qu'ils auraient fait n'importe quoi pour elle. Han Pan a dû témoigner contre sa fille. Quand il est venu à la barre, il n'a pas eu un regard pour elle. C'était certainement trop douloureux pour lui. Et il devait être écœuré par ce qu'elle avait fait. À la barre, son père a raconté que sa femme et lui n'avaient qu'une crainte, que les agresseurs ne s'en prennent à leur fille. Ils auraient donné leur vie pour elle.
Il a dû décrire la scène et raconter comment sa femme avait été exécutée à bout portant sous ses yeux. Elle se fichait de mourir. La seule chose qu'elle voulait, c'est qu'ils épargnent sa fille. Ann Pan est convaincue de la culpabilité de Jennifer, mais celle-ci continue de clamer son innocence et prétend qu'elle n'a jamais voulu leur faire de mal. Elle a voulu aller témoigner à la barre pour se défendre. Elle a prétendu jusqu'au bout que les agresseurs étaient censés la tuer elle et pas ses parents, qu'elle n'avait jamais voulu une chose pareille. Elle a reconnu qu'elle avait engagé des tueurs, qu'elle s'était ravisée et qu'elle avait voulu annuler, mais que ça n'avait pas été possible. La jeune femme va même jusqu'à prétendre qu'elle n'a jamais rencontré les 3 suspects. Elle prétendait ne pas connaître Homeboy, Eric Carty et David Milvaganam. Elle pensait qu'ils ne viendraient pas. Elle a passé plusieurs coups de fil pour essayer de tout annuler et leur avait même proposé de leur verser 8 500 $ de dédommagement. Comme elle n'avait pas cette somme, elle a ensuite prétendu qu'elle avait passé ses appels et envoyé ses SMS dans le but de se procurer l'argent. Elle ne savait pas du tout qu'il viendrait le 8 novembre et elle a témoigné dans ce sens. Absolument rien ne le prouvait. La défense souligne également qu'il manque un des assaillants. Pour l'accusation, il ne faisait aucun doute qu'Eric Carty et David Milvaganam étaient chez les Pan, mais le 3e homme n'a jamais été identifié. Le procureur n'avait même pas le nom de tous les agresseurs. Ça allait être très difficile de convaincre les jurés de condamner les 5 inculpés d'association de malfaiteurs. C'était un dossier assez difficile pour le procureur. Pour pouvoir juger une affaire devant la cour, le ministère public doit prouver le bien fondé de son accusation. Après 9 mois d'audience, l'issue du procès est entre les mains des jurés. Le jury a rendu son verdict le 13 décembre 2014. Les inculpés ont tous été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et d'assassinat ou de tentative d'assassinat. Au Canada, quand on est reconnu coupable d'assassinat, on est passible de la perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 25 ans de prison. Le juge a également condamné Jennifer pour tentative d'assassinat, ce qui ajoute encore 25 ans à sa peine initiale. Elle n'a jamais dit qu'elle était désolée. Après la lecture du verdict, elle a dit que le jury ne lui avait laissé aucune chance. Ann Pan, 60 ans, avait immigré au Canada dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Il n'aurait jamais imaginé que les choses finiraient de cette manière. Les 2 survivants sont Félix et Anne, le frère et le père de Jennifer. Ils vivaient tous les 2 sans le savoir avec une jeune femme qui allait non seulement détruire leur famille, mais aussi réduire à néant tout ce que ses parents avaient construit. Elle était prête à faire exécuter ses parents devant elle. Je vous laisse imaginer ce qu'a dû ressentir son père. Certaines personnes sont vraiment mauvaises et prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Cette affaire en est l'illustration parfaite. Organiser le meurtre de ses parents est sans aucun doute la pire des trahisons.